Voilà, c'est l'introduction donc que je vais vous faire, qui est un peu le résumé des 3 conférences. Donc la première sur la formation du système solaire. Ah oui, j'ai pas dit que derrière il y avait une boîte de camembert qui s'appelait La Planète. Et le jour où j'ai trouvé ça, évidemment, j'ai trouvé ça tellement intéressant que j'ai voulu en garder l'image. Et c'est une vraie boîte de camembert. Alors la deuxième conférence, je l'ai un peu changé le titre, c'est Il pleut des planètes, parce qu'en fait j'ai écrit un livre sur le sujet où je raconte avec beaucoup de détails tout ce que je vais vous raconter là, et donc n'hésitez pas à le prendre. Et la dernière conférence, c'est en fait mais où sont-ils? Parce que la question de savoir si on est seul dans l'univers, il faut vraiment la pousser à son terme, et là je la poserai vraiment au cours de la 3e conférence. Voilà, donc cette conférence, nous allons la commencer. Et je vais le faire en abordant le sujet des planètes extrasolaires, en la formation du système solaire, d'abord en vous parlant des tournesols. Alors évidemment, ça peut paraître un peu surprenant, mais vous êtes comme moi, tout le monde pense que les tournesols, d'après leur nom d'ailleurs, sont des fleurs qui tournent et qui se tourne avec le soleil. D'ailleurs, regardez, j'ai trouvé cette présentation du tournesol. D'ailleurs, je vais vous donner la traduction, qui est que, comme le tournesol suit le soleil, mes pensées te poursuivent. Donc c'est vraiment un message profond que tout le monde connaît. Le tournesol suit le soleil. La fleur tourne et suit le soleil. D'ailleurs, vous êtes tous passés devant des champs de tournesol, et vous avez tous remarqué que tous les tournesols sont tournés dans la même direction. Donc ça a l'air tout à fait logique. S'ils sont tous dans la même direction, je vais dire qu'ils regardent le soleil, et donc les tournesols suivent le soleil comme ça, du matin au soir. Alors j'étais très content d'avoir cette idée dans un coin de la tête, et je me posais aucune question. Et voilà ce que je veux vous dire, et qui est très important, c'est ne faites pas comme moi, posez-vous des questions. Les tournesols, un jour... Je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'en ai fait. Vous voyez, en fait, le tournesol ne tourne pas. Alors pourquoi j'ai compris ça un jour? C'est qu'un jour, j'arrive devant un champ de tournesol et je vois tous les tournesols tous tourner dans la même direction et le soleil qui était de l'autre côté. Alors là, tout s'est effondré, vous vous rendez compte? Vous avez une connaissance comme ça, intuitive, profonde, vous savez que les tournesols... Et ils sont tous à regarder par là, et le soleil est là-bas. Alors vous vous dites là, comment les tournesols font-ils? Parce que si vraiment ils regardent tous par là alors que le soleil est là, c'est qu'ils arrivent à communiquer entre eux. On peut développer des théories élaborées sur la communication entre les tournesols, mais il faut essayer de trouver des théories peut-être plus simples. Et donc à partir de là, vous déclenchez un processus, vous faites une observation, et vous êtes obligé, ou bien vous en fichez complètement, au fond les tournesols ils font ce qu'ils veulent, c'est pas mon problème, mais vous pouvez vous dire, mais pourquoi les tournesols? Comment font les tournesols? C'est extraordinaire. Ils regardent tous ici alors que le soleil est là-bas. Comment peuvent-ils le savoir? Alors du coup, vous élaborez forcément dans votre tête un début de théorie. Et vous faites une théorie après avoir fait une observation. Et votre théorie, vous l'élaborez. Alors petit à petit, je me suis dit, mais comment on fait le tournesol? Et bon, à force de penser à la chose, j'ai réalisé qu'ils étaient tous tournés vers le soleil levant. Alors je vais voir d'autres champs, toujours c'est vers le soleil levant. Ah, c'est une nouvelle information. Vous voyez, vous faites une observation, vous allez pouvoir élaborer. S'ils sont tournés vers le soleil levant, qu'est-ce qu'ils pourraient faire en sorte qu'ils soient toujours là-bas? Alors là, vous imaginez des choses, par exemple que la tige, quand elle est éclairée, va se mettre à croître moins vite. Alors la tige augmente, vous voyez comme ça. Puis le soleil l'éclaire de ce côté-là, puisqu'il est le vent là-bas, ça arrête de croître et petit à petit la tige va s'incliner et toutes les fleurs vont se tourner vers le soleil levant. Et pendant la journée, il y a plein de lumière, donc tout s'arrête et le jour suivant, ça recommence, ce côté croît un peu plus, un peu moins que l'autre, et la fleur chaque fois tourne et petit à petit, toutes les fleurs vont se tourner vers le soleil levant et quand le soleil tourne dans le ciel, il l'ignore complètement puisqu'il n'y a plus de croissance. Alors vous dites, ah ça y est, j'ai une bonne théorie, vous êtes drôlement content, et vous dites, mais je voudrais la vérifier. Alors vous retournez dans un champ de tournesol et vous cherchez un champ qui ne peut pas voir le soleil levant, vous voyez, avec une colline comme ça. Et vous allez dans ce champ, alors c'est là où vous êtes drôlement rassuré sur votre théorie, parce que vous voyez que
Tous les tournesols à l'ombre de la colline sont un peu tournés dans tous les sens, perdus. Et ceux qui sont plus loin et qui peuvent voir le soleil levant commencent à voir effectivement que c'est dans cette direction qu'il faut regarder. Donc on a l'impression qu'on a élaboré quelque chose. Et toute cette histoire de tournesol, c'était pour vous dire, voilà ce qu'il faut imaginer comme processus. C'est un processus très profond, c'est celui de la recherche. On a une observation, on élabore une idée, on retourne vérifier et on recommence comme ça ce va-et-vient. Et on n'a jamais raison, parce qu'au bout du compte, il y a toujours quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore compris. Et ça, ce mécanisme très profond, c'est vraiment cette idée que je veux vous transmettre, que la recherche, la science fonctionne comme ça, avance par petites tentatives comme ça, et continuellement des échecs. C'est-à-dire que la première idée qui était très belle, que les tournesols suivent le soleil, eh bien, il a suffi de faire une expérience pour voir que c'était faux. Mais sinon, c'était une très belle idée. Alors, comment on fait le tournesol? Je viens de vous l'expliquer, et comme je vois que vous êtes très attentif et très sage, je vais vous poser une petite question pour la prochaine conférence, si vous avez le courage. Essayez de m'expliquer comment ce rocher se déplace à la surface du lac salé et laisser une trace d'une vingtaine de mètres comme ça, alors qu'il pèse des tonnes. C'est les devoirs pour la prochaine fois, ça. Alors on arrive à notre sujet et on va garder cette idée du champ de tournesol où on retourne régulièrement pour mieux voir si les idées sont bonnes. Alors comment se forme un système planétaire? On a notre système solaire comme exemple depuis longtemps et voilà, vous voyez le point là? Ben moi non plus. C'est une bonne observation. Je le vois là, mais il est petit, hein. Bon. Vous voyez en haut, successivement les différentes étapes de formation d'un système planétaire, tel qu'on le comprend, et tel qu'on l'a imaginé à force de se poser des questions. Mais on avait très peu d'observations. Dans notre champ de tournesol, il n'y avait qu'un exemple, c'était le système solaire. On pense que ces idées sont correctes, c'est-à-dire que dans le milieu interstellaire entre les étoiles, il y a du gaz, que ce gaz tourne à des formes comme ça, mais il arrive parfois qu'une énorme partie de ce gaz, plus attiré vers l'intérieur par la gravitation que vers l'extérieur où il y en a moins, finit par tomber sur lui-même. Mais plus il tombe, plus la force d'attraction augmente et plus le processus s'accélère. Et finalement, on peut déclencher un effondrement qui va donner quelque chose. Mais comme le système tourne, l'effondrement va de plus en plus vite. Vous savez, c'est l'histoire du patineur sur la glace qui a les bras tendus, qui rapproche les bras et qui se met à tourner vite. C'est ce qui se passe, et le système tournant de plus en plus vite, les parties du gaz qui tombent de haut et de bas, suivant l'axe de rotation, peuvent continuer à tomber tranquillement, et le font, alors que les parties du gaz qui arrivent par les côtés et qui tournent très vite, il y a la force centrifuge qui va s'y opposer, va empêcher de tomber. Et très rapidement, on va finir par atteindre une forme d'un disque. Dans ce disque, on pense qu'au bout de 100 000 ans, en ayant imaginé beaucoup de choses, il va se former dans le plan équatorial un endroit où les grains de poussière qui sont présents dans le milieu interstellaire vont se condenser, vont former une espèce de plan équatorial où la densité de grains est beaucoup plus grande. Et ce disque est pour le moment très sombre et très opaque. Au cœur du disque, la température va monter tellement qu'une étoile va s'allumer. Et à partir de là, il va se produire toute une série de phénomènes pour l'étoile qui va se débarrasser de beaucoup de choses, et entre autres cette rotation qui ne cesse de s'accélérer. Et par ailleurs, ce qui va se former dans le disque, c'est des grains de plus en plus gros. Certains de ces grains vont atteindre des tailles tellement importantes qu'au bout de 10 millions d'années, alors la première image c'est 100 000 ans, 1 million d'années, 10 millions d'années, puis 100 millions d'années. Au bout de 10 millions d'années, on doit arriver à fabriquer des très grosses planètes, comme les planètes du genre Jupiter. Ces planètes formant ayant pris de la matière dans le disque et donc ayant enlevé une partie de la matière. Et enfin, dans tous les corps résiduels qui restent pendant les 100 millions d'années qui suivent, c'est-à-dire beaucoup plus de temps, on va petit à petit les agglutiner entre eux pour faire des beaucoup plus petites planètes comme la Terre. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on fait d'abord des très grosses planètes et ensuite, finalement, on fait des petites terres. Alors ça, c'est les idées théoriques, donc. Là, je vais vous montrer une
je ne sais pas si vous voyez, si, une animation qui essaye de résumer, vous voyez ce nuage interstellaire qui tourne sur lui-même, qui va petit à petit se condenser dans un disque au cœur du nuage. Au centre du disque, la température va tellement monter que va naître une étoile. Et vous voyez, cette étoile, une fois qu'elle est née, va commencer à faire un espèce de vide autour d'elle, d'ailleurs, au centre du disque. Et dans le disque lui-même, des condensations vont petit à petit engendrer des objets de plus en plus gros et finalement des planètes. Donc ça, c'est très schématiquement le scénario que je viens de vous détailler dans une présentation comme ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est est-ce que toutes ces belles idées ont quelque part dans un champ de tournesol un correspondant qui va nous permettre de croire vraiment à tout ça. Enfin, pas de croire, d'être convaincu. Alors, il se trouve qu'à chacune des étapes, actuellement, on a pu observer, je vais vous les montrer les exemples, on a pu observer exactement chacune de ces phases. C'est-à-dire, non seulement on les a observées, mais même on a vu que la succession dans le temps se produit effectivement. Et donc, le scénario, comme on peut appeler ça, le scénario de fabrication de planètes et d'un système solaire d'une manière générale, est bien celui-là. C'est-à-dire, on commence, dans un premier temps, par des grands nuages interstellaires, avec des étoiles. Alors, on le sait pourquoi, parce que, vous voyez les étoiles très brillantes. Bon, enfin, je n'ai pas de pointeur, mais vous arrivez quand même à deviner de quoi je parle, ou bien je parle dans le désert complet? Non, non. Vous me suivez? Vous êtes là? Ah. Donc, dans le milieu interstellaire, on voit... Ah, mais au fond, j'ai peut-être... Non, j'ai pas la souris. On voit le gaz entre les étoiles. Pourquoi? Parce que brusquement, il y a une zone très sombre qui cache des étoiles derrière nombreuses. En fait, on le voit indirectement, mais on le voit très bien. Et surtout, ce qu'on voit, c'est des étoiles très brillantes, très bleues. Et on sait que ces étoiles-là sont des étoiles très grosses, mais qui durent très peu de temps, parce qu'elles brûlent leur hydrogène à toute vitesse dans les réactions qui les font s'éclairer en leur sein. Donc ces étoiles qui durent très peu nous montrent que c'est une région très jeune. Et c'est là, effectivement, où vont naître des nouvelles étoiles, où elles-mêmes sont nées il y a très peu de temps, mais des tas d'autres naissent, parce que les étoiles naissent toujours par milliers, voire centaines de milliers, dans des grands nuages interstellaires dont la masse fait largement la masse de centaines de milliers d'étoiles. Donc, ça, c'est ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, quand les systèmes sont jeunes, on voit qu'on est proche d'un nuage interstellaire. On voit même dans certains endroits des nuages tellement denses qu'on n'arrive même plus à voir à l'intérieur, alors qu'on voit sur leur bord des étoiles qui viennent de naître. Et justement, c'est les très brillantes qui sont faciles à voir. Mais maintenant, on a des moyens de regarder à l'intérieur des nuages. Dans la lumière infrarouge, on regarde à travers les nuages. Et on arrive à voir qu'à l'intérieur, il y a des tas de petites étoiles qui sont en train de se former et de naître. Donc, cette représentation-là est exactement celle qu'on s'est faite. Au fur et à mesure, à l'intérieur d'un nuage interstellaire, il y a des condensations qui s'effondrent, qui se mettent à tourner sur elles-mêmes, qui forment des disques, etc., etc. Mais on ne les voit pas. Ils sont pour le moment cachés. Mais ça a l'air d'être le début d'une histoire assez vraie. Alors pour vous montrer l'exemple un peu au-delà, c'est-à-dire une fois que le nuage commence à s'enlever, s'évaporer, disparaître, il ne doit rester que ces petits grumeaux de systèmes solaires en formation. Alors là, c'est une nébuleuse qui est dans l'Aigle, et vous allez voir un agrandissement de la région centrale qui a pu être observé très en détail grâce au télescope spatial Hubble. Vous voyez, je la tourne pour la mettre de la même façon. Voilà l'image du télescope spatial Hubble. Et si je l'agrandis, vous commencez à voir des détails très fins de ces nuages interstellaires. Et je ne vous l'ai pas montré au début, mais il y avait des étoiles très chaudes qui étaient au-dessus. Et ces étoiles très chaudes éclairent le nuage et le font s'évaporer et disparaître très vite. Alors, évidemment, on se dit, mais bon, où sont ces fameux petits systèmes solaires cachés qui vont commencer à émerger? Alors, si vous regardez bien de près, vous voyez comme des petites cornes, et il y en a beaucoup, et ces petites cornes sont en fait exactement ça, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, j'ai un petit disque très opaque, très dense, qui s'est formé autour d'une étoile qui est née, et ce disque très opaque, très dense, est capable de résister au chauffage des étoiles très jeunes qui sont nées pas très loin, mais qui sont tellement chaudes qu'elles font s'évaporer le nuage.
Et comme ils font une ombre, ils protègent le nuage en dessous. Donc, au bout de chaque corne, il y a un petit nuage, un petit système planétaire en train de naître, et en dessous, l'ombre protège de l'évaporation le nuage qui va durer un peu plus longtemps. Et puis au bout d'un certain temps, vous voyez, il y a une corne là-bas qui est en train de disparaître, et il n'y a plus que le petit système planétaire qui va survivre tout seul. Donc on commence à les voir sortir des nuages, mais pour le moment, ce n'est encore que un peu indirect. On aimerait voir vraiment ces systèmes planétaires en train de naître, et on les voit aussi. Voici la nébuleuse d'Orion observée avec le télescope spatial, donc c'est quelque chose que tout le monde, tout amateur a vu facilement, on le voit même à l'œil nu, la nébuleuse d'Orion, on la voit à l'œil nu. Mais si vous la regardez bien, quand une image est de très grande qualité comme celle du télescope spatial, vous voyez qu'il y a, en plus des grands nuages interstellaires éclairés par des étoiles très chaudes de voisinage, on voit des petites taches, des petits grumeaux, des petites choses étranges. Et si j'agrandis la région centrale beaucoup, regardez ce qu'on voit, c'est effectivement, on voit, bon j'y vais quand même, on voit ici, comme une ombre chinoise, on voit exactement ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire un disque opaque, que l'on ne voit que parce que derrière, il y a un nuage interstellaire éclairé par des étoiles et qui réémet beaucoup de lumière. On voit en ombre chinoise le disque opaque et la petite étoile allumée au milieu. Donc on voit vraiment un système planétaire en train de naître. Il y en a un, il y en a deux, il y en a beaucoup. Ici, il y en a un autre qui a une forme un peu étrange, mais vous voyez, en fait, le disque opaque, il est caché à l'intérieur, on voit un petit peu là, mais il y a quelque chose qui a l'air de le chasser, et en fait, ces étoiles proches très chaudes, qui ont énormément de lumière et de vent, arrivent à détruire et à arracher de la matière à ces nouveaux systèmes planétaires en formation et produisent ces espèces de bulles un peu étranges. Au début, on ne comprenait pas bien, tant qu'on ne voyait pas les détails, ce que c'était. On les a appelés les proplides, mais maintenant on a vraiment bien compris que ce sont des systèmes planétaires avec une étoile au milieu en train de se former, et toute cette région a à peu près 1 million d'années, c'est-à-dire l'époque où le nuage est vraiment en train de commencer à fabriquer ces planètes géantes. Même, on est entre 1 et 10 millions d'années, donc certains vont peut-être avoir déjà leur planète géante. Alors vous voyez les quelques exemples. Ici, c'est un disque même complètement vu par la tranche. Et on voit quand même la petite lueur de l'étoile au milieu qui s'est allumée et qui est en train de commencer tout ce processus de formation. Les autres ont des formes de gouttes, c'est simplement qu'une autre étoile très brillante et beaucoup plus intense est née pas loin, et en train en fait de les faire s'évaporer, se volatiliser. Pour vous donner une idée de l'échelle, notre système solaire jusqu'à la dernière planète Pluton, dont on reparlera tout à l'heure, n'est pas plus grand que le petit trait là au-dessus du 5. Ça c'est tout le système solaire. Donc vous voyez, c'est par ailleurs des systèmes qui sont beaucoup plus gros, mais ils sont au tout début de leur formation. Alors maintenant, on revient un peu aux idées de la théorie. Comment on fabrique ces genres de systèmes? Eh bien, on a un disque qui s'est formé, et quand on va regarder plus près à l'intérieur, on voit qu'il y a tous ces grains de poussière qui ont pu s'agglomérer, et qui ont commencé à faire des corps de plus en plus gros, qui passent de la taille du millimètre au centimètre, au mètre, au kilomètre, etc. Et au bout d'un moment, tous ces corps vont, par des processus de collision multiples, finalement s'agglomérer en faveur du plus grand. Et c'est donc la deuxième phase, après avoir fait les planètes géantes en prenant le gaz dans le disque, alors qu'il y a beaucoup de gaz, dans la phase finale, on va plutôt utiliser tous les petits corps déjà fabriqués et les récupérer et faire une sorte de ménage pour fabriquer des terres. Donc voilà la suite du scénario. Est-ce qu'on a pu l'observer? Oui, toujours, on peut l'observer. Et entre autres, les disques plus évolués, qui sont des systèmes dans lesquels le gaz est encore un peu là, mais les planètes géantes ont dû se former. Voilà deux exemples d'images qui ont été faites toujours avec le télescope spatial, parce qu'il a pendant longtemps dominé la capacité de faire d'excellentes images, mais maintenant on commence à les faire aussi du sol. Et vous voyez que dans ces cas-là, ces deux cas, on a, en cachant l'étoile avec un cache, pour ne pas être ébloui par la lumière de l'étoile, on a vu apparaître des disques, et des disques de formes très différentes. Par exemple, là, ce n'est qu'un anneau, et pour fabriquer un anneau qui survit, on montre qu'il est probable qu'il y ait une planète géante à l'intérieur et une autre à l'extérieur pour maintenir cet anneau. Sinon, il se dissiperait dans le vide très vite.
Inversement, l'autre, on voit qu'il y a une zone qui a été vidée. Alors tout ça, c'est des indices très forts pour dire, oui, il y a des planètes géantes qui se sont formées dans ces phases très précoces de moins de 10 millions d'années dans ces disques, qui est le temps qu'il faut pour faire un Jupiter. Alors la dernière phase, je ne vais pas trop la détailler, mais c'est vraiment une étoile que je connais particulièrement bien puisque j'ai travaillé sur elle depuis 1985. Et c'est une étoile autour de laquelle on voit un disque extrêmement ténu qui est vu par la tranche. Il est caché derrière un cache là-bas en haut à gauche. Et dans ce disque, on a trouvé qu'il y avait des myriades de comètes qui continuellement tombaient sur l'étoile. Et on a peut-être même trouvé la trace d'une planète qui passait devant l'étoile. Donc on a énormément d'indices pour penser que là aussi, on est dans la phase où c'est les terres qui sont en train de se faire. Donc voilà la dernière phase. Tout est observé finalement dans ce scénario, vous voyez. Toutes les phases, je les ai remontrées sur le côté. Et on en arrive à la dernière phase, dans quel état est le système solaire aujourd'hui. Et on aimerait savoir s'il y a d'autres systèmes comme celui-là. Ça sera la recherche des exoplanètes. Alors si on revient sur Terre, là je vous rappelle simplement que la Terre, c'est une bien belle planète. Et c'est vraiment un plaisir de s'y retrouver et de faire beaucoup de choses dessus, mais je crois que vous oubliez beaucoup ce qu'est la Terre, et vous oubliez que la Terre est réellement dans l'espace et se déplace à l'intérieur d'un système solaire. Alors là, je vais passer un peu de temps à vous expliquer comment vous pouvez avoir cette sensation, non pas l'avoir de façon rationnelle en vous disant « oui, je sais que la Terre est dans un système solaire », mais de le sentir profondément. Alors pour le sentir, je vous montre cet exemple que vous connaissez bien, qui sont les anneaux de Saturne, mais vous voyez que plus les anneaux de Saturne, plus je suis proche du plan des anneaux de Saturne, plus je les vois inclinés, c'est-à-dire presque par la tranche. À la limite, si j'étais juste dans le plan des anneaux de Saturne, à ce moment-là, je ne verrais plus qu'une ligne. Je ne vois pas autre chose qu'une ligne qui représente le plan des anneaux, mais que je ne peux plus voir puisque je suis dedans. Donc c'est une idée importante, parce que le système solaire, vous avez vu, est né dans un disque, et donc le système solaire est quelque chose de plan. La Terre fait partie du système solaire, donc elle est dans le système solaire. Donc le système solaire vu de la Terre, c'est un plan dans lequel je suis. Donc ça ne peut être qu'une ligne qui se promène quelque part dans le ciel. Alors cette ligne, elle est très importante, parce que cette ligne fait partie de notre système. Vous voyez là, c'est un anneau autour de Jupiter, mais le satellite qui a pris cette photo en passant derrière Jupiter était presque dans le plan de l'anneau. Vous voyez, le plan apparaît presque cette fois-ci pour de vrai comme une ligne. Alors si vous vous promenez, entre autres là par exemple à Paris, et que vous voyez la pyramide du Louvre un soir où il fait beau, vous êtes tout à fait agréablement surpris de voir dans le ciel la Lune, ici Vénus, là-bas Jupiter, et là-bas dans le coin le Soleil qui se couche. Alors cette ligne, vous comprenez tout de suite que c'est la ligne qui représente le plan de notre système solaire. Alors pour le moment c'est un peu abstrait, parce que vous réalisez pas que vous appartenez au système solaire, vous êtes tout le temps à vous dire « moi je suis un habitant de la Terre c'est plat, c'est rassurant, je suis debout sur la Terre, c'est du solide ». Alors que cette ligne a l'air d'être quelque chose d'un peu vaporeux et inutile. Mais si vous la percevez comme quelque chose de réel, vous allez voir que brusquement, vous allez pouvoir changer tout à fait votre sensation. Au lieu de regarder cette ligne comme une ligne sur le ciel, vous voyez, là, c'est un cas où un observateur voit Mercure, Vénus, Mars, Saturne, Jupiter. Vous voyez, ils sont tous alignés sur le ciel, sur cette ligne. Mais cette ligne, elle est très importante. Parce que regardez ce qui se passe. Si je ne la regarde pas comme une ligne dans le ciel, mais comme une horizontale, puisque au fond, le plan horizontal, c'est quelque chose, une référence solide que nous avons tous. Regardez ce qui se passe. Si je mets la ligne horizontalement, je comprends tout de suite que je suis un habitant du système solaire. Je suis quelque part debout sur mon système solaire. Et là, je suis dans un coin, au fond, sur le bord d'une planète, qui est une petite boule quelque part, et je regarde ma ligne, et j'oublie cette horizontale qui était très gênante et qui me faisait perdre cette signification très forte. Et au lieu de vous pencher vraiment, vous pouvez le faire par la pensée, mais quand vous allez voir maintenant cette ligne dans le ciel, voilà un deuxième exemple.
voyez, si vous faites l'exercice, voilà ce qui se passe. De nouveau, vous sentez que vous êtes quelque part sur une boule immense et vous êtes bien quelque part sur le plan de votre système solaire. Et en plus, cette chose verticale, là, vous indique que vous êtes quelque part à 45 degrés sur le bord de votre boule, grosso modo. Donc ça vous donne même une idée de où vous êtes sur votre planète. C'est pas mal. Alors voilà, une animation qui montre effectivement que tous ces corps du système solaire, le Soleil évidemment, mais aussi, vous voyez Saturne là-haut, Jupiter, vous allez voir passer la Lune de temps en temps, tous se promènent le long de cette ligne qu'on appelle le zodiaque et qui est tout là-haut dans les constellations du Taureau, du Cancer, etc. Et vous voyez que cette ligne a une réalité que je peux maintenant représenter en plan, puisque c'est un plan dans lequel nous sommes, je le mets à plat et je vous montre aussi que le mouvement des planètes dans le système solaire est quelque chose d'un peu particulier, c'est-à-dire évidemment très proche du Soleil, pour pas tomber dessus, il faut tourner très vite, entre guillemets, et donc vous voyez les planètes intérieures et la courbe bleue correspond à la Terre, tournent beaucoup plus vite que les planètes extérieures. Là, je vais jusqu'à Neptune. Là. Donc voilà un peu la présentation de comment est le système solaire, mais plutôt que de vous le dire simplement par une animation, je vais vous montrer ça par des vraies images. Notre système solaire est réel, il existe, et on peut voir ce plan, ces mouvements, complètement dans le détail. Alors regardez ce qui s'est passé, il y a eu depuis la Terre un satellite qui s'appelait SOHO dans l'espace, à côté de la Terre, qui regardait continuellement le Soleil. Comme il regarde continuellement le Soleil et que la Terre bouge, on va voir derrière le Soleil les étoiles, parce qu'il a caché le Soleil, c'est toujours la même histoire, on cache l'étoile pour pas être ébloui. En cachant le Soleil, on voit les étoiles derrière qui vont se mettre à défiler, puisque simplement la Terre, elle est en train de tourner autour du Soleil. Mais en même temps, il se trouve à un moment que derrière sont passés Mercure, Vénus, Jupiter et Saturne, et on va tous les voir défiler derrière, dans des sens différents, parce que les uns tournent très vite, très près, et les autres tournent très loin. Mais là, ce sont de vraies images que je voulais vous montrer. Alors vous voyez, le Soleil est toujours au milieu, là, on voit le ciel qui défile parce que la Terre tourne. On voit que ces objets-là, qui sont des planètes, ça c'est Jupiter et Saturne, si vous faites très attention, défilent un peu différemment des étoiles. Là, il y en a une qui est passée à toute vitesse, c'est Mercure, mais elle va dans l'autre sens, parce qu'elle est très proche, elle va bien plus vite que la Terre. Et on voit même apparaître Vénus, qui elle aussi, plus proche que la Terre, va beaucoup plus vite et va pouvoir aller en sens inverse. Et oh bah, ça repasse là, mais vous voyez donc Jupiter, Mercure, là, qui arrive. Là, c'est Mercure, ça c'est Saturne. Jupiter et Saturne, vous voyez les étoiles, et si vous faites attention, les mouvements ne sont pas tout à fait les mêmes. Là, vous avez même les Pléiades qui passent dans le fond du ciel, et Vénus qui arrive, vous voyez, c'est fantastique, c'est des vraies images de notre système solaire, en mouvement, en vue, et vous voyez qu'on voit très bien ce plan, c'est une réalité. Donc c'est un peu ce qu'on va aller voir plus tard dans d'autres systèmes aussi. Alors avant d'aller un peu visiter le système solaire, pour faire finir un peu cette présentation sur le système solaire, je rappelle d'abord les tailles très différentes. On a 4 très petites planètes qui sont les planètes comme la Terre. Ils sont là, la Terre c'est la 3e. À l'échelle, le Soleil il serait absolument gigantesque, on pourrait même pas le dessiner. Puis les 4 planètes géantes qui sont beaucoup plus grandes et qui sont semblables à celles qu'on a trouvées jusque-là ailleurs. Alors pour aller se promener dans le système solaire, là je vous fais vraiment des petites touches sur chaque objet, des choses un peu amusantes ou nouvelles. Là d'abord le Soleil, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu comme ça, mais c'est dans une lumière qui montre beaucoup ces régions d'activité. Et vous voyez que le Soleil est en fait une boule où se passe énormément d'éruptions, on voit des boucles de champs magnétiques, enfin il y a une activité incroyable alors que le Soleil a l'air tellement calme quand on le regarde dans la lumière visible, mais là c'est vraiment presque une autre étoile, mais c'est toujours notre Soleil, en vraie image, là. Alors les 4 petites planètes, c'est Mercure, Vénus, la Terre et Mars. On va aller se promener un petit peu. Voilà par exemple Mercure. En allant chercher des choses sur Mercure, j'ai trouvé une chose amusante que
Je connaissais pas, peut-être vous le saviez, mais il se trouve que tous les noms des cratères qu'on a décidé de donner sur Mercure sont des noms d'artistes. Et donc vous voyez, il y a le cratère Sophocle, Mozart, Balzac, Liszt, Tolstoï, etc. Vous les retrouvez un peu partout. Donc si vous avez quelqu'un de préféré, vous pouvez aller chercher son cratère sur Mercure. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été contacté par une personne qui fait de la calligraphie, Hélène Favier. Elle m'a dit, je voudrais faire un livre sur le système solaire. Et pour chaque planète, elle a fait un travail de calligraphie. Et là, j'ai trouvé tellement magnifique cette écriture de Mozart, le cratère sur Mercure, avec coucher de soleil au bord du cratère. Vous voyez, le soleil qui apparaît au bord du cratère de Mozart sur Mercure. C'est un magnifique livre, mais malheureusement, on n'a pas encore trouvé d'éditeur. Alors si quelqu'un est intéressé, n'est-ce pas? On passe à Vénus. Là, c'est le célèbre mont Gula sur Vénus, qui est une montagne très importante qui est due à du volcanisme très particulier. Vénus est très active, a beaucoup de volcanisme. Ce qui est amusant là aussi que j'ai découvert, c'est que sur Vénus, tous les noms des cratères, toutes les montagnes, toutes les plaines portent des noms de femmes. Ce qui était évidemment logique en pensant à Vénus, sauf un. Et il se trouve que le point culminant, la plus grande montagne de Vénus, c'est le mont Maxwell. Alors monsieur Maxwell, je ne sais pas pour quelle raison, a réussi à se glisser au milieu de ce monde féminin. Et c'est le point culminant de Vénus. Alors n'y voyez pas une attaque machiste ou quoi que ce soit, je crois que c'est une raison historique que j'essaierai de trouver. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a même eu un cratère sur le mont Maxwell, un cratère qui s'appelle Cléopatra, pour faire un clin d'œil, j'imagine. Et là, nous avons un autre cratère sur Vénus, qui a une forme de cœur. Alors j'ai trouvé que c'était assez joli. Pour vous le montrer, c'est le cratère Nicole. Vous voyez, on en trouve des choses dans le système solaire. Alors on passe à Mars. Évidemment, Mars, c'est un endroit où on cherche des traces de vie, on cherche de l'eau, on est très très motivé. Le plus grand volcan du système solaire est sur Mars, c'est Nix Olympica. C'est quand même quelque chose qui a presque la taille de la France, ou disons la moitié de la France au moins. Et il fait 22 km d'altitude, donc c'est quelque chose de fantastique, mais il a l'air éteint pour le moment. Ce qu'il y a d'extraordinaire sur Mars, c'est la qualité des images qu'on obtient aujourd'hui. Et vous voyez, le bord d'un cratère, on peut le regarder avec de tels détails qu'on voit des écoulements, comme ça, qui démarrent à une certaine profondeur du bord du cratère. Et il semblerait que c'est un des indices, enfin un excellent indice pour penser qu'il doit y avoir de l'eau gelée dans le sous-sol martien, et que celle-là, de temps en temps, arrive à affleurer au bord des cratères et se met à produire ces ruissellements que l'on voit dans beaucoup, beaucoup d'exemples. Voici un autre cratère. Vous voyez, c'est un peu toujours la même situation, très agrandi. On voit des détails tout à fait spectaculaires. Et on voit même maintenant sur le sol martien, depuis plus de 2 ans maintenant, 2 robots se promènent. Vous voyez, ils ont même des problèmes de parking pour se garer. Ils doivent faire des marches arrière, marches avant. C'est très compliqué maintenant sur Mars. Alors une chose extraordinaire aussi, c'est au fond d'un des cratères, on a trouvé ces petites granules bleutées qui sont des petites billes qu'on a pu analyser, qui contiennent énormément de fer, et on pense que ça ressemble à de l'hématite. Et il semblerait que le seul moyen d'arriver à faire ces quantités énormes de petites granules, c'est de les développer au fond d'un lac ou d'une mer. Mais cette mer n'est plus là sur Mars, mais ceci dit, on pense que vraiment encore un autre signe de présence d'eau en très grande quantité. Regardez les étendues couvertes de ces petites billes, tout à fait impressionnantes. Alors après Mars, on passe vite aux astéroïdes. J'essaie de vous montrer des tas de petites choses amusantes dans le système solaire. Les astéroïdes, ici c'est l'astéroïde Eros qui a été non seulement frôlé, mais même une sonde a pu aller se poser dessus. Et c'est la première fois qu'on voyait un astéroïde d'aussi près, puisqu'elle est allée vraiment jusqu'à vraiment se poser. Là, c'est une vue de l'astéroïde en train de tourner quand la sonde s'approche, c'est des vraies images. Et quand on va beaucoup plus près, alors voilà l'astéroïde vu de plus loin, globalement.
Et de plus près, il y a eu encore une surprise, toujours quand on va de plus près, voir plus en détail, toujours des surprises. Et une des surprises, vous voyez, ces énormes rochers posés comme ça, sur la surface de l'astéroïde, dans des tas d'endroits. Alors toujours, comment expliquer ça? Qu'est-ce qui fait que ces rochers sont là, debout, au milieu de nulle part? C'est, encore une fois, les tournesols. Il faut arriver à l'expliquer. Et là, vous voyez, c'est la dernière vue prise avant l'atterrissage, qui a d'ailleurs plus ou moins été réussie, parce que la sonde a survécu, mais elle ne pouvait plus donner d'image après. Mais de cette image-là, on voit encore des rochers à des plus petites échelles, mais de quelques mètres, qui sont posés un peu partout comme ça. Alors pour arriver à trouver, c'est une des explications, on ne sait pas si c'est la bonne, mais c'est d'imaginer, vous voyez, vous avez déjà acheté des boîtes d'apéritifs avec des cacahuètes salées, des noix de cajou et des tas de choses. Si cette boîte, vous la prenez et vous l'agitez comme ça, vous la secouez beaucoup, petit à petit, vous allez réaliser que les noix de cajou qui sont plus grosses vont arriver à la surface et les petites cacahuètes plus petites vont tomber au fond. Et la raison, c'est pourquoi? C'est parce que comme ils sont plus petits, ils arrivent à se glisser au milieu, au cours des secousses. Et les plus gros, ils peuvent pas descendre, donc ils finissent par flotter, entre guillemets, à la surface. Et là, on pense que ces astéroïdes, enfin celui-là, mais beaucoup d'autres doivent être comme ça, comme on l'a vu de très près, on s'est rendu compte qu'il a dû recevoir des impacts continuellement. Ces impacts l'ont vibré au cours de toute sa vie constamment. Et au cours de ces vibrations, finalement, tout ce qui est plus fin, toutes les poussières ont dû se décanter lentement vers l'intérieur pour laisser apparaître que les plus gros vers la surface. Mais enfin, c'est une théorie. Alors on arrive aux planètes géantes. Alors les planètes géantes, je vais passer sur les détails, vous connaissez beaucoup de choses, mais je crois que c'est important de remontrer le satellite de Jupiter qui s'appelle Io, qui est un satellite qui est couvert de volcans. Là, c'est un cratère de volcan avec la lave au fond. C'est vraiment des volcans en activité. Il y en a des dizaines en activité à la surface d'Io. C'est un monde complètement en fusion et qui rechange toute sa surface en quelques centaines d'années. C'est-à-dire que vous revenez dans 100 ans, vous ne reconnaissez plus rien d'Io. C'est donc un endroit ahurissant, complètement différent de tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, une grande surprise. Voilà un survol d'Io, fait avec en plus des éruptions pour illustrer ces sensations incroyables. Un autre endroit extraordinaire tout près de Jupiter, c'est un autre des satellites qui s'appelle Europe. Et Europe est passionnant aussi pour une autre raison, c'est que c'est un satellite qui est couvert d'un océan, et cet océan, à la surface, est gelé parce qu'il fait très froid à ces distances. Et cette banquise de glace fait d'Europe un des objets les plus lisses et les plus parfaits. Il y a à peine quelques centaines de mètres au plus de dénivellation entre les points les plus hauts et les plus bas. Mais en même temps, cette banquise est sans cesse en mouvement et montre qu'il y a très probablement, et on pense que c'est vrai, qu'il y a un océan très profond de plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres de profondeur, d'eau liquide. Et donc il y a un espoir aussi énorme de trouver peut-être de la vie un jour dans ces océans d'Europe. Voici une vue de Jupiter qui se lève au bord d'Europe. Voilà une autre vision de Jupiter. Comme la Terre, il y a des aurores boréales. Vous savez, il y a un champ magnétique qui fait que les particules du vent solaire tombent et provoquent des lumières dans la haute atmosphère. Ces lumières apparaissent là, c'est ce qu'on appelle des aurores, autour du pôle de Jupiter. Mais regardez, il y a des petites choses supplémentaires originales ici. C'est des petits points, entre autres un point là-bas nettement plus brillant. Et quand on regarde à quoi il correspond, on réalise que ce point correspond aux lignes du champ magnétique qui passent par Io, celui-là à celle qui passe par Ganymède, et celui-là à celle qui passe par Europe. Et en fait, ces satellites, et surtout Io, qui a du volcanisme et qui jette beaucoup de matière, envoie de la matière qui, piégée dans les champs magnétiques, va aller tomber dans Jupiter juste à cet endroit-là. Et ça provoque des aurores qui tournent, très particulières, qui tournent avec les satellites autour de Jupiter. Des curiosités en fait, mais qu'est-ce qu'il y en a dans le système solaire? Voilà Saturne qui a aussi ses petites aurores au pôle, donc Saturne évidemment qui a ses anneaux qui sont des objets fabuleux, très étranges. Vous voyez même le long d'un anneau très fin, on voit qu'il est plus ou moins épais suivant les endroits. C'est des choses qui sont des cailloux en sans cesse remodelage. Voici aussi des petits satellites à côté. Alors évidemment, le satellite qui attire toutes les attentions, c'est Titan, un des satellites
le seul satellite du système solaire où on ait trouvé une atmosphère qui soit extrêmement dense et qui ressemble presque, entre guillemets, à celle de la Terre, c'est-à-dire où il fait à peu près la même pression atmosphérique. Mais évidemment, il est très loin, donc il est beaucoup plus froid, et cette atmosphère contient surtout de l'azote et du gaz carbonique, mais aussi d'autres éléments comme le méthane, l'éthane, et on s'attendait, du moins, à aller voir en allant se poser dessus, des mers ou des lacs de méthane liquide. Et voilà par exemple des photos de la sonde Huygens de l'Agence spatiale européenne et de la NASA qui s'est posée, et on a trouvé des choses tout à fait étonnantes auxquelles on ne s'attendait pas. C'est des fleuves complets qui ont l'air de s'écouler jusque même peut-être une mer ou quelque chose comme ça. Et donc je vous ai rapporté une vision de cette descente qui a été refaite par l'Agence spatiale européenne et qui est tout à fait spectaculaire. Regardez tout en haut de l'image au tout début, vous allez voir une première couche de nuages que traverse la sonde en descendant. Regardez tout en haut là. Vous voyez, là, vous allez voir apparaître une ligne noire. Voilà, on a traversé cette zone de nuages et puis la sonde continue à descendre petit à petit sur Titan. Et vous voyez, elle va descendre dans une région sombre qui ressemble à quelque chose de plus profond entre des monts plus élevés, mais où on voit ces traces d'écoulement très multiples. Et tout en continuant à descendre, on va encore une fois traverser une autre zone de brume. Et à partir de là, on va finalement descendre sur le sol. Et là, ça a été un très très grand succès. C'est vraiment extraordinaire d'avoir réussi à aller atterrir sur un objet aussi loin. À la vitesse de la lumière, on met plus d'une heure à faire l'aller-retour, l'aller même simple, jusqu'à Titan. Et vous voyez, dans cette image-là, on voit le sol qui est fait de probablement gros blocs de glace d'eau, mélangés avec des traces de méthane, mais on n'a pas trouvé vraiment ces quantités de méthane liquide auxquelles on pensait qu'ils devaient être présents, puisque l'atmosphère doit sans cesse être réalimentée par quelque chose. Mais peut-être qu'on va les trouver. Et voilà une vue d'artiste imaginée de la surface de Titan, avec en plus des éclairs qui font exploser des gerbes sur les lacs de méthane. Mais enfin, ça, je me suis amusé avec mon fils à faire ça parce que je trouvais que c'était une belle chose d'inventer ça avant l'atterrissage. Et vous voyez, finalement, ça ressemble pas mal. Alors, la 9e planète du système solaire, là, c'est tout un débat. Quelle est la 9e planète? Eh bien, la 9e planète s'appelle Pluton. Voici des images assez récentes du télescope spatial qui montrent non seulement Pluton, mais son satellite Charon, qu'on connaissait déjà depuis quelques années. Mais en ayant regardé ça de plus près, on a fini par découvrir aussi qu'il y avait 2 autres satellites. Donc Pluton n'a pas un satellite, mais 3 satellites qui tournent plus loin, et les 2 autres sont beaucoup plus petits. Pluton et Charon sont de l'ordre du millier de kilomètres, alors que les petits satellites sont seulement de l'ordre de la centaine de kilomètres. Mais c'est quand même 2 corps pas du tout négligeables, et on leur a donné le nom de Hydra et Nix. Donc Pluton est tout un système complexe, et jusqu'à il y a un mois encore, Pluton était une planète dans le système solaire, mais il y a eu un débat très long qui voulait au cours duquel on voulait savoir oui ou non Pluton est une planète. Alors, quand on compare simplement la taille des objets du système solaire, on constate que Pluton, qui est ici, n'est pas particulièrement remarquable en termes de taille. Et surtout, il y a énormément de satellites, y compris même la Lune, qui sont plus grands que Pluton. C'est pas une raison pour le disqualifier, mais tant que Pluton était seul de sa catégorie, ça semblait être une bonne manière. Mais on constate que Pluton est quand même relativement petit. Et surtout, on a commencé à découvrir d'autres corps un peu au-delà de Pluton. Il y a eu Quaoar d'abord, qui est juste un peu plus petit que Pluton, puis Sedna, qui est presque de la taille de Pluton. Et puis depuis, il y a Xena, qui maintenant est plus grand que Pluton. Alors si Pluton est une planète, on ne voit pas pourquoi Xena ne serait pas une planète, et d'où la discussion qui a tourné autour d'un problème vraiment nouveau, c'est-à-dire si Pluton est un peu unique, on a toutes les raisons de l'appeler une planète, mais sinon on risque d'être confronté à l'idée de devoir donner des noms de planètes et de dire que le système solaire n'a plus 9,
mais 10, 11, 12, 13, etc. Et pourquoi favoriser Pluton? En particulier, dans les idées qu'on avait de la formation du grand disque, je vous ai montré au début que les disques de systèmes planétaires qui se forment sont beaucoup, beaucoup plus grands que le système solaire lui-même, que je limitais à la taille de l'orbite de Neptune et éventuellement de Pluton, qui vous voyez d'ailleurs, entre parenthèses, celle de Pluton est un peu inclinée par rapport au plan des autres planètes, et aussi elle est beaucoup plus allongée. Donc, il semblerait que Pluton ait quelque chose de différent. Et il a quelque chose de différent. Mais surtout, on avait l'idée qu'au-delà, il devait y avoir des quantités énormes, 200 millions d'objets, qu'on nomme les objets de Kuiper, parce que c'est l'astronome Kuiper qui a fait l'hypothèse de ce disque très grand, dont on avait besoin pour expliquer les comètes qui rentrent dans le système solaire, et relier ça au modèle de formation. Donc c'était une ceinture qu'on appelle la ceinture de Kuiper, qui était un peu théorique, mais à force de retourner dans le champ de tournesol comme au début, on s'est rendu compte que maintenant on en découvre énormément. Actuellement là, des 783 objets de cette ceinture de Kuiper qu'on a déjà trouvés et dont on connaît bien l'orbite, si on les met sur un dessin comme ça, dans lequel on place leur position dans le système solaire comparée à la distance moyenne qu'ils ont, on réalise qu'il y en a toute une ribambelle ici, qui ont l'air d'être très semblables, puis un autre paquet là, puis quelques-uns un peu dispersés. Et compte tenu de tout cela, on se dit, mais où est Pluton parmi ces objets? Est-ce qu'il a quelque chose d'extraordinaire? Et quand on place Pluton, vous voyez, c'est le point rouge qui apparaît là. Pluton fait partie en fait de cette famille très particulière qui ont une orbite qui est en synchronisation avec l'orbite de Neptune en plus. Et en fait, c'est Neptune qui gère la position de tous ces objets et qui les perturbe de telle façon qu'ils soient là où ils sont. Donc on voit que Pluton non seulement n'est pas particulièrement plus gros, puisqu'on a déjà trouvé un plus gros, et deuxièmement, il n'est pas particulier, il fait partie des objets qui ont été piégés par Neptune sur des orbites particulières. Alors quand on réfléchit aux planètes du système solaire et qu'on essaye de les regarder autrement que simplement par leur taille ou leur masse, mais on essaye de regarder un autre élément, qui est, si on compare la masse de la planète à la masse de la matière qui est sur l'orbite proche de la planète, mais qu'ils ont enlevé. C'est-à-dire, combien reste-t-il de matière sur la même orbite ou une orbite proche de la planète? S'il reste très peu de matière, c'est que la planète a tout pris et donc est devenue vraiment une planète. Vous me suivez pas? Alors, si j'ai une planète sur une orbite, je peux comparer sa masse à la quantité de matière qui reste sur son orbite et un environnement de l'orbite, parce qu'il y a l'attraction que la planète peut exercer pour attirer ou perturber ses masses. Donc je peux comparer la masse de la planète à la masse qui reste sur son orbite dans le système solaire. Si je compare ces deux masses, de deux choses l'une, où je trouve des masses comparables, ça veut dire que la planète n'a pas réussi à enlever tous les autres objets dans le même coin, et donc peut encore grandir et n'a pas vraiment fini sa formation. Alors que si je trouve la planète et qu'il n'y a plus rien du tout, elle a dominé tout le monde et elle est devenue vraiment la planète du coin. Le résultat, c'est que quand on compare ces masses, voilà les masses des planètes d'un côté et les masses de la matière qui reste disponible sur leur orbite de l'autre. Et vous voyez que la Terre, Vénus, Mercure, Mars sont les petites planètes, mais elles ont des masses pas très grandes, mais il y a très très peu de matière autour d'elles. Les planètes géantes, Uranus, Neptune, Saturne, Jupiter, elles ont des plus grandes masses. Il reste plus de masse autour d'elles, mais en fait la différence reste gigantesque. Et cette ligne-là dit là où j'aurai autant de masse d'une planète que de masse dans l'orbite autour d'elle. Vous voyez que d'un côté, les planètes, les 8 planètes dominantes du système solaire, se positionnent très clairement par rapport à tous les autres objets, y compris Pluton, et y compris Xena. J'ai donné son nom nouveau parce que UB313, c'est moins sympa. Cérès, Pallas, vous voyez, tous ces petits objets-là sont dans des endroits où leur masse est même inférieure à la masse encore disponible sur leur orbite. Donc tout ce qui est en dessous de cette ligne est vraiment des objets en train d'essayer de grandir. Et tout cela ont vraiment fini et sont des planètes d'où
il semblerait qu'il y ait des arguments très rationnels pour dire, voilà, il y a 8 planètes dans le système solaire et les autres n'en sont pas. Alors c'est ce qu'a finalement décidé l'Union des astronomes au mois d'août dernier et a décrété que le système solaire n'a plus que 8 planètes. Alors évidemment ça embête certains, mais je suis désolé, mais c'est comme ça, à partir de maintenant, vous n'aurez plus que 8 planètes pour vous amuser. Alors avant de finir, je voudrais vous empêcher de faire des beaux rêves d'ici la prochaine conférence. Alors je vous montre la ceinture d'astéroïdes, parce qu'actuellement, voici le système solaire vu d'en haut, le Soleil, l'orbite de Mercure, Vénus, la Terre, Mars et au-delà la ceinture d'astéroïdes. Alors les astéroïdes, on les connaît, on les a identifiés, il y en a des milliers et des milliers, et tous sont positionnés sur cette carte, c'est-à-dire que c'est vraiment des objets qui existent. Ceux qui sont en vert sont gentils, ils ne coupent pas l'orbite de la Terre, donc ils peuvent absolument rien nous faire. Par contre, ceux qui sont en rouge sont beaucoup moins sympathiques parce qu'ils peuvent un jour rentrer en collision avec la Terre. D'ailleurs, voici une animation. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais l'orbite de la Terre est là. Et tous les petits points rouges sont des gens qui potentiellement peuvent un jour cogner la Terre. Et ce genre de collision peut être extrêmement désagréable. D'ailleurs, c'est arrivé à la Terre à peu près tous les 30-40 millions d'années. Ça vous dit rien, mais au cours de la dernière conférence, j'essaierai de vous donner une sensation sur les chiffres, sur les grands nombres. Et donc, à partir de là, c'est relativement fréquent. Donc, c'est quelque chose de pas très rigolo qui arrive, et qui peut arriver, et qui est arrivé, et qui va arriver. Comme ça, je suis sûr que vous ne dormirez plus. Et d'ailleurs, voilà une image qui a été prise où on en a vu passer un qui frôlait la Terre. Et puis, catastrophe, on ne le connaissait pas. Alors on s'est dit, mais d'où vient-il, comment ça se fait, etc. Et voilà, on a trouvé, c'était en l'an 2002. On l'a vu que quand il partait du côté nuit, parce que vous voyez la Terre est là, on l'a vu en train de partir du côté nuit, puis on a vu sa trajectoire, on l'a reconstruite, et le 14 juin 2002, il a vraiment frôlé la Terre. Et comme on ne le connaissait pas, on était là, à rêver tranquillement, sans savoir ce qui allait nous arriver. Donc ça peut vous arriver dès demain, tout ça. Et avant de finir, pour vous préparer à la conférence suivante, je vous ai amené une orange. Parce que, quoi qu'on fasse, on vous montre des belles images, on vous montre des animations, on vous raconte tout ce qu'on veut, mais le système solaire, tant que vous ne le voyez pas comme ça, vous n'êtes pas capable de réaliser ce qu'est vraiment un système planétaire, et entre autres le système solaire. Alors je me promène toujours avec mon système solaire dans la poche, et je vais vous montrer ce que c'est. À l'échelle, alors si je prends le Soleil et je le ramène à l'échelle de l'orange, voilà à peu près comment est la Terre. Je sens une tension dans l'assistance. Je vais prendre la Terre et la Lune en une fois, parce que sinon, on n'en finit plus. Alors, voilà la Terre, c'est la grosse tête d'épingle. Et à côté, la Lune, la petite tête d'épingle. À l'échelle de l'orange, je vais aller me placer là où se trouvent la Terre et la Lune. Alors, j'ai pas pris le micro, mais vous allez m'entendre. Voilà la Terre. Et voilà la Lune. Et pour vous donner l'idée de la taille du système Terre-Lune, la Lune est à peu près là, par rapport à la Terre. La Lune tourne en un mois, comme ça, pendant que la Terre tourne en un an autour de l'orange. Voilà le système Terre-Lune. Alors quand on vous dit, allez voir une éclipse du Soleil, c'est magnifique, c'est tout simplement l'ombre de cette petite tête d'épingle qui va se projeter sur l'autre tête d'épingle dans un point très précis, quand cette tête d'épingle passe devant l'orange. Vous voyez, c'est un phénomène extraordinaire. Ça ne devrait jamais arriver, une chose pareille. Eh bien, ça arrive. Alors, vous voyez, le système solaire, là, vous réalisez que c'est du vide. C'est rien. D'ailleurs, pour être vraiment désagréable, le système solaire, à part le Soleil, on peut négliger le reste. Ça n'existe pas. Alors, quand même, je vais vous dire, Mercure serait une tête d'épingle ici, Vénus par là, la Terre par là. Alors, je vais vous remonter le moral un peu.
Voilà Jupiter. Jupiter, c'est au fond de la salle, à 25 mètres d'ici. Vous voyez, Jupiter, il va tourner en 11 ans autour de l'orange. Et puis un petit peu plus loin, on peut rajouter les autres planètes géantes, mais vous voyez, on va aller au bout du bout. Le plus loin, ce sera une centaine, 150 mètres. Je vous laisse le système solaire, une orange, quelques têtes d'épingle, quelques billes sur 150 mètres. En résumé, c'est ridicule. Mais on se pose une question maintenant, et d'ailleurs c'est ce qui va arriver à la prochaine conférence, c'est comment va-t-on faire pour aller voir des planètes autour d'orange, loin dans l'univers? Alors, à cette échelle-là, à quelle distance se trouve l'orange la plus proche? Vraiment l'orange d'à côté, la porte à côté, la première qu'on va rencontrer. Tout près. Avec le micro, s'il vous plaît. Ah oui, vous m'entendiez plus? Je recommence tout à zéro. Si je vais chercher la première orange à cette échelle, il va falloir que j'aille à 1300 km d'ici. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est loin, mais bon, au fond, 1300 km, on prend le TGV, c'est pas trop dur. Mais regardez ce qu'on va essayer de faire, c'est autour d'une orange à 1300 km d'ici, on va essayer de trouver, de détecter des petites billes ou des têtes d'épingle qui tournent autour à quelques centaines de mètres autour. Vous voyez que l'exercice va être extrêmement dur, et pour vous montrer combien les astrophysiciens sont des gens formidables, eh bien on a réussi. Voilà, donc c'est vraiment pour que vous gardiez dans la tête ces échelles. Peut-être je le referai tout à fait au début de la prochaine conférence pour bien garder ces idées de dimension. Mais c'est ahurissant, non seulement on a trouvé des planètes, mais même on commence à discuter de savoir l'atmosphère qu'il y a autour, des choses comme ça, parce qu'on les observe, on les observe vraiment. Donc on croit rêver, et ben non, c'est vrai. Voilà, je crois que c'est... Voilà, c'était la question que je posais à la fin. Et la réponse, c'est la prochaine fois. Merci.